présenter. Et je lance. Pour parler de diffusion venant du Cameroun, Marvin de Zebra Comics, qui est éditeur de bande dessinée spécialisé dans le webtoon. Nous avons Modeste qui est de la FNAC, directeur de la FNAC et qui est dans la distribution d'œuvres. Quand on dit œuvres, on englobe les livres, on englobe les jeux, on englobe le cinéma et la musique. Et nous avons Teddy de Masika Studio, qui est un éditeur de jeux et qui a mis en place l'application Gara pour la distribution et la diffusion des œuvres, que ce soit des jeux, que ce soit des bouquins, que ce soit de l'animé aussi, de l'animation. Voilà, je ne me suis pas trompé. Et dans l'ordre dans lequel je les ai introduits, je souhaiterais qu'ils se présentent eux-mêmes et qu'ils nous en disent un peu plus sur leurs activités respectives. Alors, bonjour, je suis Njoka Marvin Suru, cofondateur et chargé des relations publiques chez Zebra Comics. Alors, Zebra Comics est une maison d'édition, de création et d'édition de bandes dessinées et de webtoons afrocentriques. Donc, on fait dans la promotion des cultures africaines. Et oui, cette maison, elle est camerounaise, mais on essaye de toucher le continent avec les histoires. Donc, nous avons des histoires sénégalaises, des histoires congolaises et tout, même marocaines que nous développons actuellement dans le but de promouvoir nos histoires. Merci beaucoup. Modeste. Bonjour. Alors, moi, c'est Modeste Gobenan. Je suis le directeur de la FNAC de Brazzaville. Alors, la FNAC n'est plus à présenter, hein. Nous, on est distributeur de livres. On est libraire. Voilà, on vend tout ce qui est œuvres littéraires. On fait du gaming, du high-tech, on fait de la billetterie et on accompagne aussi les auteurs en faisant les dédicaces. Et comme ça, nous faisons la promotion de leurs ouvrages. Merci. D'accord, super. Ça a le mérite d'être clair. Teddy. Alors bonjour, moi c'est Teddy Kosoko, je suis fondateur de Maseka Game Studio. Donc c'est une société de jeux vidéo qui produit des jeux sur les histoires africaines. Et depuis 4 ans, on travaille aussi sur la distribution et la monétisation des œuvres, puis jeux vidéo, livres numériques et films d'animation. Ah, super. Et à ma droite, il n'est pas encore là, Draman, il arrive, le fondateur de Simple Studio, qui a réalisé le film à l'honneur cette année à Billy BD Festival, Paya et Koulou, c'est ça? Et Koulou, voilà. Paya et Koulou. C'est une série animée réalisée en 3 dimensions, avec en fond d'histoire 2 jeunes garçons, 2 frères, qui ont des jeux d'enfants, des disputes d'enfants, et qui nous rappellent un peu, pour nous qui avons vécu sur le continent et grandi sur le continent, comment ça se passait et les leçons qu'on peut en tirer. Parce que même s'il y a de l'adversité, de l'opposition des frères, rien ne sépare les liens du sang. Ok, il nous rejoindra d'un moment à l'autre, mais pendant qu'il est en route, j'ai une préoccupation. J'ai longtemps été auto-édité. J'ai fait 2 livres en auto-édition, et ce n'est que récemment que j'ai été édité. Et j'étais sûr que je devais m'occuper de la promo de mon livre tout seul. Et là, l'éditeur me dit non, on a un diffuseur et on a un distributeur. Je me suis dit, ils font pas la même chose. Ils m'ont dit non, chacun son métier. Alors, vous qui êtes du métier Modeste, est-ce que vous pouvez déjà nous dire la différence entre un distributeur et un diffuseur? Merci. Alors déjà, il faut comprendre que le livre,
ça commence déjà au niveau de l'auteur. Ok. Voilà, donc je vais vous faire la chaîne. L'auteur, c'est celui-là qui apporte son idée, c'est lui qui écrit le scénario, puisqu'on Ouais. parle de bande dessinée. Donc, c'est celui-là qui écrit le scénario. Alors, aujourd'hui, dans la bande dessinée, il y a pas mal de personnes qui interviennent dans la bande dessinée. Vous Ok. avez le scénariste, vous avez le coloriste, vous avez plein de personnes, les dessinateurs, toutes ces personnes-là interviennent dans la bande dessinée. Donc, ça, c'est la première phase. Ok. Et comme le roman, hein, on corrige les fautes et tout ça, on revoit. Et ça, c'est le travail de l'éditeur. Ok. Donc, l'éditeur se charge de mettre en forme le livre. Mhm. D'accord? Mhm. Et après ça, il passe par le diffuseur pour communiquer autour du livre. Mhm. Et c'est le distributeur qui s'occupe de la vente. Ok, Voilà. d'accord. Voilà. Ah, Donc, c'est tellement bien expliqué tout que à fait. il y a une ampoule qui s'allumait dans mon Voilà. cerveau. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si pendant que vous étiez en auto-édition, Mhm. vous étiez un peu, si je peux le dire ainsi, euh, la seule personne qui était chargée à la fois d'écrire, euh, d'éditer, Oui. peut-être, de diffuser Mhm. et de distribuer. Ouais. C'est compliqué. Mhm. Mhm. C'est compliqué en ce sens-là qu'une seule personne euh, qui prend toutes ces casquettes, il y aura forcément quelque part où ce ne sera pas bien fait. Mhm. Voilà. Mhm. Si vous voulez vraiment vous faire connaître, il faut passer par un éditeur qui va vous mettre dans la boucle. Et Mhm. comme ça, c'est bien fait. D'accord, super. Merci beaucoup, Moïse. Comme tu as parlé de bande dessinée, avant de passer en Joka, j'aimerais revenir à Teddy. Au niveau des jeux vidéo et de l'anime, comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, au niveau des jeux vidéo, c'est plus ou moins découpé de la même façon. On a des éditeurs. Alors, souvent, c'est confondu. Mhm. Dans les jeux vidéo, éditeur fait aussi de la distribution. Mais la plupart du temps, il y a beaucoup je vais appeler auto-édition pour aller vite. Mhm. Il y a beaucoup de jeunes qui créent et qui vont distribuer sur le Play Store, par exemple. Ok, d'accord. Le Play Store est juste un magasin d'applications où tout le monde Mhm. met ce qu'il a à faire, ou d'autres plateformes comme Steam. Mais lorsqu'on atteint un certain niveau, il y a des jeux qui coûtent 1 million, 2 millions, 3 millions, 100 millions. À partir de ce moment-là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, il y a tout un ensemble de sociétés qui rentrent en ligne de compte pour l'édition, donc s'assurer que le jeu est bien fait. Mhm. Puis derrière, la partie distribution, par exemple FIFA, si on prend le jeu FIFA, c'est Electronic Arts qui s'occupe et de l'édition et de la distribution. Mhm. Donc, ça dépend vraiment du type de jeu, du moyen mis dans le jeu, etc. Ok, d'accord. Donc, en fin de compte, ce sont une question d'argent. Ça rentre beaucoup en ligne de compte parce Ok. que, alors, il y a des éditeurs qui font que les jeux mobiles. Les Mhm. jeux, il y a des jeux quasi pourris, on appelle ça j'ai oublié le terme, mais ces dernières années, on a eu des jeux hyper rapides qui sont sortis. Il y a Mhm. énormément de pubs dedans. Il y a des éditeurs qui sont spécialisés là-dessus. Ok. Donc, le développeur développe son jeu, l'éditeur le prend, il va vérifier que la pub est bien intégrée, il va se rendre compte il va vérifier que Mhm. l'utilisateur peut rester pendant 10 minutes, 20 minutes pour rentabiliser sa com. Ouais. Ensuite, c'est cet éditeur qui a aussi une casquette distributeur, parce que souvent dans le jeu vidéo, c'est confondu. Il va investir 60 millions de francs CFA, 100 millions de francs CFA en marketing, Mhm. et il va s'assurer derrière que grâce à la publicité, aux achats intégrés, va avoir son retour sur investissement. Ok, d'accord, ça marche. Alors, Njoka, dans le cadre de la distribution numérique, merci beaucoup. Dans le cadre de la distribution numérique, dans la mesure où il n'y a pas de documents physiques à mettre entre les mains des utilisateurs, comment ça se passe, s'il te plaît? Bah, quand il n'y a pas de document physique, on leur invite, puisqu'il n'y a pas de document physique, on leur invite à découvrir les plateformes. Parce que déjà, il faut noter, imprimer une bande dessinée, ça coûte plus cher qu'imprimer un livre. Donc, nous avons très, très peu de jeunes auteurs qui s'aventurent à imprimer des livres en physique. Donc, beaucoup d'eux utilisent les réseaux sociaux et les plateformes digitales pour diffuser leurs BD. Maintenant,
là où ça devient un peu compliqué, c'est la partie communication, parce qu'ils comptent sur leur communauté pour communiquer sur ces œuvres et les rendre populaires. D'accord. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Je voulais ce tour de table rapide pour déjà dresser le panorama, le contexte, que les gens sachent déjà un peu de quoi on parle. Et pour en savoir un peu plus sur le circuit du livre, même si je sais qu'il y a beaucoup de professionnels actuellement dans le public, mais il y en a ceux qui nous regardent aussi. Il y a une excellente exposition du Centre belge de la bande dessinée de la Fabrique Art sur le circuit du livre. Comment est-ce que, comme Moïse a très bien expliqué, vraiment de façon détaillée, il y a même la partie de la création de l'ouvrage, d'impression, des choses comme ça. Donc, comment ça quitte le cerveau de l'auteur jusqu'à arriver aux mains du lecteur. Donc, c'est une exposition que je représente je recommande, pardon, à tout le monde. Ok, on a aussi l'impression que dans ce circuit du livre ou bien du jeu vidéo, les auteurs sont les plus mal lotis, que l'éditeur, le distributeur et toute sa clique se taillent la part du lion. Alors, un volontaire pour nous expliquer comment ces choses se passent et qu'est-ce qui justifie les pourcentages. Si je peux me permettre. Alors, il faut comprendre que, comme le frère il vient de l'expliquer, surtout, Njoka, surtout, moi je vais parler principalement du livre. Voilà. Surtout le livre, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de dépenses pour imprimer une BD. Voilà. Le type de papier qu'on utilise, le format et tous ceux qui interviennent font que, à la fin, tant qu'on ne vend pas beaucoup, l'auteur a l'impression qu'il ne gagne pas gros. Voilà. Et on a toujours l'impression que c'est soit les libraires, ou bien l'éditeur, ou bien le distributeur qui gagne. Alors, le distributeur, il se charge de la logistique. Qui parle de logistique parle de moyens. Ouais. Est-ce que vous voyez un peu? L'éditeur, il se charge de toute la correction jusqu'à l'imprimerie. Donc, le papier, il coûte cher. Voilà. L'encre qu'il faut même pour les images et tout ça, ça coûte cher. Voilà. Parce que je prends un cas simple. Je ne sais pas si on peut donner le nom de l'éditeur ou de distributeur. Non, allons-y, c'est voilà. Ouvert. Hein. On a des exemples concrets. Voilà. Je prends par exemple le cas de Dupuis. Oui. Voilà. Vous allez prendre une BD de Dupuis. Ben, attendez. Vous-même, quand vous prenez le livre, vous êtes content. Voilà. Les gars, ils ne font pas de l'à peu près. Ils font vraiment du bon boulot. Voilà. Vous prenez un truc de chez Glénat qui fait du manga. Ben, c'est bien fait. C'est très bien fait. Et plus vous vous faites connaître, plus vous gagnez. Voilà. Donc, le prix est fixé en fonction de tout le boulot que toute la chaîne fait. Voilà. Donc, le pourcentage qui est consenti pour l'auteur, c'est normal. Voilà. Et je crois qu'en Europe, les pourcentages, c'est aligné. Hein. La plupart du temps, c'est aligné. Oui. Entre 6 et 12%. Voilà. Voilà. Donc, plus l'auteur, il se fait connaître. Je prends un cas simple de Masashi Kishimoto, qui a fait la BD de Naruto. Bah, attendez, à travers le monde entier, on vend du Naruto. Donc, après, il gagne quelque chose, quoi. Oui, tout à fait, parce que là, voilà. Le volume est considérable. Voilà. Par contre, si là, je dis ZEP, quand je dis ZEP, je crois qu'au Congo-Brazzaville, il y a des gens qui ne connaissent pas qui est ZEP. Oui. Mais c'est l'auteur de Titeuf. Voilà. Vous voyez un peu. Ouais. Je peux vous citer comme ça plein d'auteurs qui peut-être ne sont pas connus forcément dans certains de nos pays, mais en Europe qui sont bien connus. Par exemple, en Belgique, où la BD est vraiment assez développée, on a des librairies de BD qui dépassent carrément nous, notre Fnac n'est rien. Wow. Oui, moi j'ai eu des clients qui ont des BD, des clients belges, hein, pas au Congo, en Côte d'Ivoire. J'ai eu des clients belges qui ont leur bibliothèque, c'est que de la BD. Et ça dépassait carrément ce que moi j'avais en rayon. Sérieux? Ah oui. Ok, c'est niveau et niveau. Oui. Voilà.
Donc, voilà un peu comment est-ce que ça se passe. Donc, l'auteur qui veut mieux se faire vendre, il doit rentrer dans le moule. Et parce que c'est tout un travail. Donc, les gars, ils font vraiment un bon boulot. Voilà. Un auteur qui passe, achète, il sait que voilà, le travail sera bien fait. Ouais. Voilà. Ouais. Après, tout est bien réglementé. Donc, il n'y a pas de problème. Plus le contenu est percutant. Et voilà. D'accord, super. Et il faut aussi noter que l'auteur soit populaire ou pas, l'œuvre pourrait réussir ou échouer. Donc voilà, il y a ces deux phases-là. Donc, un éditeur, c'est quelqu'un qui investit dans un auteur. Vous voyez, il met de l'argent. Et moi, je dis toujours, si un auteur trouve qu'un éditeur l'a frappé avec le pourcentage, bah, que l'auteur lui-même fasse l'auto-édition, qui se charge de l'impression et de la distribution. Il verra qu'il y a du gros boulot derrière. Tout à fait. Et ce n'est pas parce que l'auteur est populaire que son œuvre va réussir. Toujours Masashi Kishimoto qui a créé Naruto. Naruto, c'est une réussite mondiale, mais j'ai entendu qu'il a aussi une autre BD qui n'a pas cartonné. Pourtant, l'éditeur a investi de l'argent parce que c'est Masashi Kishimoto. C'est le nom, c'est le charisme qui va avec, mais l'œuvre n'a pas réussi malheureusement, donc c'était une perte. Et parfois, je me rappelle, je causais avec monsieur Vladimir Lenzi des éditions Dupuis, qui m'a dit il y a des auteurs pour qui ils impriment, disons, 10 000 exemplaires, et il y a 7 000 exemplaires qui sont renvoyés à l'éditeur, qui n'ont pas été vendus. Bon, quand on dit renvoyer à l'éditeur, je comprends pas. Ça veut dire, moi, je fais 10 000. Oui. Moi, je croyais qu'on vendait directement aux librairies. Il y a des dépôts-ventes. Ah, d'accord. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on appelle les retours. Oui, il y a des retours. Ok, d'accord. Oui. Okay. Donc, imaginez, il y a 10 000 exemplaires imprimés. Seulement 3 000 sont écoulés sur un an. Bah, le distributeur ne va pas laisser cette BD qui ne vend pas sur ses étagères. Il y a de nouvelles BD, il doit renouveler à chaque fois. Donc, au bout d'un mois ou deux, si la BD ne se vend pas, ou disons au bout d'un an, il est obligé de renvoyer parce que c'est de l'espace qu'il occupe. D'accord. Oui. Donc, on renvoie tout ça chez l'éditeur qui doit broyer tout ça et recycler même. Ok, donc si je comprends bien, au niveau du livre physique, et même au niveau de l'édition numérique, c'est l'éditeur qui prend le plus gros risque. Exactement. Donc, quand on parle de distribution et qu'il a affaire à un partenaire de distribution, il supporte deux coûts. Le coût de mise en magasin et le coût de retour si l'œuvre ne se vend pas. Exactement. Ok, je comprends mieux et j'espère que ceux qui nous suivent aussi comprennent mieux. Alors, je vais apporter un petit détail. Les coûts, nous, les libraires, on prend une partie. Ah, vous supportez une partie des coûts? On supporte une partie. Parce que le livre, le prix auquel on l'a acheté chez le fournisseur, quand on le retourne, il ne nous restitue pas les 100%. Voilà, donc il nous restitue à un certain pourcentage. Donc après, chacun de nous supporte un peu la perte. Mais il faut dire que quand on fait un retour, on nous fait des avoirs. Et cet avoir, ça peut nous permettre de soit acheter d'autres livres. Voilà, en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour ceux qui n'ont pas fait comptabilité, qu'est-ce qu'on a à voir? Eh bien, on a toujours un service comptabilité. et aussi, il y a l'élément, en parlant de risque, il n'y a pas que de risque d'échec de l'œuvre. Par exemple, prenons une situation où les livres sont endommagés lors du transport, c'est perdu parce que les acheteurs ne vont pas acheter des livres. Bien que le livre est nouveau, mais c'est endommagé, vous voyez. Il y a beaucoup de risques que l'éditeur porte. Oui. D'accord. Ouais, je comprends mieux. Tu dis une petite contribution? Alors, nous, dans notre cas, on a décidé de pas faire de livres physiques pour toutes ces raisons-là. Le niveau de difficulté est stratosphérique. Enfin, moi, j'ai décidé de créer une plateforme parce que ça circulait pas assez à cause des infrastructures. Je vais même pas parler de l'Europe, je parle là purement de l'Afrique. Les infrastructures pour acheminer les livres, les routes, il y en a pas. Enfin, il y en a pas. Si on prend les 54 pays africains, il y a très peu d'infrastructures. Donc, juste prendre les livres d'un point A à un point B coûte énormément d'argent. Ce qui fait que moi, des fois, je pense aux gens du village, etc. Comment ils font pour avoir ce livre, c'est hyper compliqué.
Et lorsque le livre est en rayon, ben, voilà, ça fait que le coût est super élevé pour le citoyen lambda. C'est toutes ces réalités. Les prix Ouais. sont fixés par rapport aux réalités de nos pays. Mhm. Donc, nous, on a décidé de faire que du numérique parce que c'est plus facile. Et quand mes collègues parlaient de risques, nous, ce qu'on fait, donc déjà, sur la partie numérique, on a des problèmes de protection. Ouais, On a ouais. beaucoup de problèmes de piratage, etc. Ah, j'en sais quelque chose. Dessus, on met beaucoup d'argent dedans. On met tous les moyens en marketing. C'est-à-dire que une grosse partie de nos moyens, c'est mettre en avant les contenus. Parce Mhm. on s'est rendu compte, c'est simple, c'est que c'est une histoire de volume. Ouais. Vu qu'on ne peut pas s'aligner sur les prix du livre physique, on est Mhm. obligé de baisser à un niveau très bas. On a des livres à 100 francs CFA, 15 centimes d'euros que Mhm. les gens lisent et du coup, on voit un volume énorme d'utilisateurs qui arrivent. Ok, un peu comme le streaming. Comme le streaming. Ok. Exactement comme Netflix, vous payez un abonnement au jour, semaine ou mois, et vous Mhm. avez accès à tout un catalogue. Oh, Et donc super. là, on voit que ça marche très bien parce que les gens Mhm. disent, ah, mais c'est rien. Non, ils peuvent y aller. Et du coup, on peut toucher un volume. On mise pas Mhm. forcément parce que c'est là où, encore une fois, le livre physique peut avoir quelques barrières. Un livre, par exemple, qui est édité au Congo, après, si ça marche ici, il faut l'acheminer au Cameroun, etc. Donc, ça augmente les prix. Nous, lorsqu'on fait du marketing numérique, on a un budget, on bombarde au Cameroun, on bombarde au Sénégal, on bombarde en Côte d'Ivoire. Mhm. Au même moment, on voit là où ça prend, on descend, on stoppe dans les autres pays, on investit tout le reste dans le pays où ça marche, Mhm. et puis ça marche. Donc, dans notre cas, c'est parce qu'on sait, moi je suis créateur à la base, donc j'ai énormément galéré. Mhm. On a décidé de donner 60% de l'argent aux créateurs. À la base, Ok. c'était même 80%. C'est après, Mhm. on s'est rendu compte qu'on n'était pas rentable du tout. Ouais, à ce niveau-là, ouais. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de mettre à 60%. On sait qu'on baissera encore Mhm. au fur et à mesure qu'on avance parce qu'on investit tout notre argent dedans. On Ouais. sait qu'on baissera dans le temps, mais pour commencer, on veut faire en sorte que les créateurs puissent toucher le gros de l'argent pour commencer Mhm. et lancer une machine un peu à l'européenne. Ok. Et une fois qu'on aura vraiment une machine, on grignotera chaque année, comme les loyers qui augmentent. On grignotera, on descendra et on les Ah ramènera oui, petit à mais petit. puisque les premières années, vous avez été longtemps à perte, il faut que cet argent revienne. Ok, je comprends un peu. Marvin, au niveau de votre business model à Zebra Comics, c'est la même chose ou bien il y a des différences? Alors, chez nous, euh, pendant un an, le business model était le freemium. Donc, vous Mhm. avez accès à nos bandes dessinées, mais avec des pubs. Maintenant, il y avait des abonnements à côté pour ceux Mhm. qui ne voulaient pas voir des pubs. Ouais. Mais ça fait environ une semaine qu'on Mhm. a tout bloqué. Donc, tout c'est sur abonnement maintenant. Avec 2000 francs, surtout pour les locaux. Mhm. Quand je dis locaux, c'est les Camerounais. Oui. Ouais. Parce que bon, on est Camerounais, donc ouais, Mhm. on fait un peu cadeau à nos confrères et sœurs. Avec 2000 francs, ils ont accès à tous nos catalogues pour un mois. Ouais. Pour le public international, c'est 4,99 $. D'accord. Oui. Non, mais c'est cool. Donc, ce que je constate en vous écoutant, c'est que actuellement sur le continent, on n'a pas un problème de qualité. On n'a pas aussi, on a un problème de diffusion et de distribution parce que les gens ne comprennent pas qu'ils doivent mettre les moyens sur la communication pour qu'on sache que leur œuvre existe et ils n'ont pas aussi forcément les moyens de les rendre disponibles aux gens qui veulent les acheter. À votre niveau, bon, je sais que Teddy et Njoka pour Maseka et avec Gara, surtout Gara, et Zebra Comics, ils ont pensé au digital. OK, mais maintenant, sachant que la couverture Internet est encore un souci ici, les coûts des data sont élevés, c'est pas tout le monde qui a un smartphone. Comment est-ce que vous gérez ça? Et ensuite, on arrivera au cas de Moïse qui, lui, gère le physique. Comment est-ce qu'il appréhende ça? Très belle question. Très, très belle question. Internet en Afrique, c'est un gros souci. On fait beaucoup d'études de marché et dans les problèmes qui apparaissent, le tout premier en top 1, c'est Internet, c'est les data.
Ensuite, des fois, on a les espaces de stockage parce que si la BD est très lourde, etc., ça pose problème dans les téléphones. Et après, on a des problèmes de prix, ce genre de choses, ou les systèmes de paiement, comment je paye. Donc, ça, c'est ce qui apparaît dans nos études de marché. De notre côté, on a vraiment beaucoup investi parce que on a d'abord lancé la plateforme l'année dernière sur 4 pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun et Kenya, pour nous rendre compte vraiment de la réalité de ces problèmes d'Internet. Ouais. Ensuite, on a beaucoup investi dans de l'optimisation. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que l'œuvre se charge au fur et à mesure. On va pas télécharger, si une œuvre fait 100 mégas, on va pas tout télécharger d'un coup. On va streamer le contenu pour que la personne puisse voir au fur et à mesure qu'elle avance et que ça ne consomme mais que. quand tu dis 100 mégas, ça, c'est la compression maximum que vous pouvez vous permettre? Non, on peut compresser, mais quand on compresse, on perd en qualité. Oui, non, oui, donc, c'est pour ça que je dis que compression maximum pour garder la qualité. Ça dépend de l'œuvre. De l'œuvre. Ah, d'accord. Ok, parce continue. qu'il y a des dessinateurs qui sont très bons, qui vont pas mettre trop de couleurs, les traits, ils vont essayer de pas trop les mettre en gras. Donc, quand on compresse, on peut baisser très bas et garder de la qualité. Okay. Mais globalement, on détecte la qualité de l'Internet et en utilisant la qualité de l'Internet, on sait comment on peut compresser derrière. Donc, on fait ça comme ça quasi en temps réel. Ah, d'accord. Donc, vous avez un algorithme qui fait ce travail. C'est ça. Ok, super. Et après, il y a 600 millions de smartphones en Afrique. Donc, ça fait des gens potentiels à toucher. Beaucoup de téléphones chinois. Donc, les telcos, enfin, les technos, les Itel, machin, tout ça. Donc forcément basé sur Android. Ouais. Et donc, la qualité des téléphones pose beaucoup de problèmes aussi. Il y a trop de paramètres. Même quand on fait du numérique, il y a beaucoup de paramètres. Mais vraiment, l'avantage du numérique, c'est le volume. D'accord. On l'a vu comme ça, volume. D'accord. Donc, vous avez un plus gros marché potentiel. On a un plus gros marché potentiel. Ok. Ouais. Merci beaucoup pour ta contribution. Marvin, de votre côté? Alors, ajouter à ce qu'il a dit, bon, déjà, tout ce qu'il a dit, compression de fichiers et tout ça, on fait aussi chez Zebra Comics. Et on a vraiment tout fait pour compresser l'application. Déjà, l'APK sur Play Store n'est qu'à 2 mégaoctets. On fait le maximum pour que les fichiers des bandes dessinées ne soient pas trop lourds. Oui, par exemple, je peux dire, si on a un chapitre de bande dessinée, on fait le maximum pour que le chapitre soit, disons, entre 10 et 15 mégas. D'accord. Oui, c'est le mieux qu'on puisse faire. Parce qu'on regarde aussi, il y a la qualité de l'image, on ne veut pas perdre ça, on ne veut pas que ce soit pixelé. D'accord. Donc, ça veut dire qu'avec une connexion de 100 francs CFA, on peut lire une BD? Oui, on peut lire quelques chapitres. Oui. Quelques chapitres. Oui. Ok. Ok. Bon, Moïse, dans le cas de la distribution physique dans les pays où tu as travaillé, quel est le problème commun que tu as rencontré dans ces pays-là au niveau des locaux? Les éditeurs locaux, je veux dire. D'accord. Au niveau des éditeurs locaux, le problème, c'est la qualité. La qualité des ouvrages. La qualité physique des ouvrages. Pas le contenu, la qualité physique de l'impression ou bien la qualité même des histoires, du dessin. Exactement. En général, ils ont un bon contenu. Voilà. Seulement, le travail, les finitions, les couleurs, les dessins. Voilà. Parfois, c'est juste ça le problème. D'accord. Sinon, on a des histoires propres à nous. Voilà, des histoires qu'on aime vraiment bien. Voilà, comme vous le disiez, c'est intéressant. Sauf que quand vous prenez une BD qui est produite localement, comparée à Astérix et Obélix, bon, c'est le jour et la nuit. Ouais, vous voyez un ouais, peu. Ouais. Donc, ce que j'essaie toujours de dire aux éditeurs, faites vraiment un bon boulot. Et souvent, les gens sont obligés d'imprimer soit en Chine ou soit dans les pays du Maghreb. Voilà. Et on voit souvent des gens qui vont imprimer en France pour faire revenir. C'est pas mal, mais après, il y a le coût que ça va drainer derrière. Donc, ce qui fait que par moment, les gens sont un peu obligés de faire un boulot qui n'est pas assez propre. Quoi. Voilà, parce que parfois, il n'y a pas assez de moyens. Si on veut envoyer
faire imprimer en France, il y a le coût que ça va entraîner. Ouais. Donc, s'il n'a pas assez de moyens, après, il n'y a pas que l'impression, il y a Le tout transport, le qui coûte parfois transport. plus cher que Eh bien l'impression. oui, Oui. mais oui. Vous comprenez, tout à l'heure, le frère l'a dit. Comment faire pour acheminer le livre jusqu'au libraire? C'est compliqué. Mhm. Et là, je vais vous dire que moi, je n'ai pas encore reçu le dernier Astérix, le tome 40. Mhm. Je ne l'ai pas encore reçu. Parce que vous Wow. voyez un peu, c'est compliqué. Mhm. Mhm. Voilà, alors Mhm. que je sais très bien qu'on a des fans d'Astérix qui sont là, qui attendent, qui peut-être même passent chaque jour à la FNAC, essayer de voir est-ce que le dernier Astérix il est arrivé. Mhm. Voilà, mon PDG lui-même, il est passé là. Ben, où est le dernier Astérix? Je dis, boss, il n'est pas encore arrivé à mon niveau. Est-ce que vous voyez un peu? Ouais. Donc, c'est un peu ça. Mhm. C'est un peu ça. Mhm. C'est un peu compliqué. Ouais. Voilà. Moi-même, je compliqué. dois dire que j'ai mon éditeur en France. Oui. Avant qu'on signe le contrat, il m'a dit, OK, on a une difficulté. Toi, tu es au Cameroun Mhm. et on n'a aucun moyen fiable de te faire parvenir tes exemples gratuits. Mais voilà. Et j'en ai commandé en supplément. Voilà. Et ils m'ont dit, on ne peut pas s'engager à te livrer au Cameroun parce qu'on ne sait pas si ça va arriver. Donc, il y a aussi cette crainte-là. Donc, du coup, on a dû faire livrer à Paris et moi, j'ai dû ramener un avion et ça m'a coûté une blinde. Voilà. Déjà, Et comme tu dis, c'est pas tout le monde qui a les moyens parce que moi, je vois, rien que pour l'opération, je suis à 1 million de francs CFA. Mais voilà. combien de gens peuvent mobiliser 1 million de francs CFA pour leur livre? Pourtant, je suis édité. Et voilà. Pourtant, je suis édité. Donc, ça, je voulais qu'il y ait déjà des éditeurs locaux ici pour que je lance cette question parce que c'est hyper important qu'ils comprennent pourquoi, par exemple, ils ne sont pas distribués à la FNAC. Pourtant, la FNAC a quand même du passage à des gens qui achètent le livre. Tout à fait. Voilà. Donc, autre chose à ajouter sur la question? Oui. Après, nous, à notre niveau, déjà, on est quand même une puissance. Hein. Vous voyez, on a une centrale d'achat qui est basée à Monaco. C'est par là-bas que passent tous nos produits pour venir au Congo. Oui. Donc, c'est pas aussi compliqué que ça pour nous d'avoir un livre. Sauf si il ne fait pas partie. Parce que souvent, on voit des auteurs qui vont chez des petits éditeurs qui ne sont pas assez connus et c'est très compliqué. C'est là que ça devient compliqué. Sinon, si vous partez chez des gens, des éditeurs ou des distributeurs qui sont assez bien connus, comme Hachette, comme UD, MDS et tout ça, c'est très facile. Ouais, voilà. Ouais. Moi, tout de suite, je rentre sur la plateforme, je trouve votre ouvrage, je passe la commande, je dis à mon acheteur, bah, tu me fais venir ça. Et voilà. Au bout de quelques jours, voilà, on l'a à Brazzaville. D'accord. C'est parce que généralement, on ne sait pas comment ça se passe, hein, qu'on est perdu aussi. Tout à fait. Mais c'est parce que les éditeurs, peut-être, avant de devenir éditeur, ça veut dire que tu connais tout sur le livre. Ah bon, il faut préciser que éditeur, c'est un métier à part entière. Ah, mais oui. Okay. Mais oui, c'est un métier. C'est un métier à prendre vraiment au sérieux. Parce que je crois qu'un éditeur, c'est celui-là même qui est à la base du livre. Oui. D'accord. Parce que l'auteur, il écrit certes, mais parfois il peut envoyer un texte qui n'est pas vraiment assez bien, tout ça. Donc l'éditeur, il a une équipe qui travaille pour rendre l'ouvrage vraiment acceptable par le public. Pour ma part, je pensais que j'écrivais très bien jusqu'à ce que je travaille avec un éditeur. Ah non. Non. Voilà. Parce que parfois, vous voyez, je prends par exemple, je sors un peu du cadre de la bande dessinée. Oui. Je prends par exemple le cas du Goncourt. Oui. Vous voyez, on a notre frère Mbougassar, Mohamed Mbougassar, qui a remporté le Goncourt il y a cela 2 ans. Oui. Ben, c'est parce que son livre a été vraiment bien écrit. Ce que vous voyez, ça a été bien édité, tout était nickel. Ouais. Voilà. Donc, en plus du contenu, c'est un bouquin qui était vraiment de qualité. Voilà. Donc, si vous écrivez au Congo ici, et que vous partez trouver un imprimeur du quartier, il imprime votre livre, vous ramenez à la FNAC, et moi, je regarde le grammage du papier, je regarde la qualité, et beaucoup de fois, je lis tout ce qui est écrit, je lis les ouvrages avant de les mettre en vente. Sérieux? Ah oui. Ok. C'est beaucoup de rigueur. Ah oui. Donc, quand je finis de lire, on a toute une organisation. Moi, je lis votre ouvrage, je le remets à mes responsables, je fais un résumé, voilà, ils regardent, le livre n'est pas de qualité, voilà, ce type de la couverture, là, quand on va le mettre, au bout de quelques jours avec la climatisation, vous allez voir, ça va se corner, c'est pas beau, ça reflète pas l'image de la FNAC, donc voilà.
Vous voulez vous faire vendre à la FNAC? Ben, faites quelque chose de potable. D'accord, d'accord. Je comprends pourquoi la plupart du temps, quand vous voulez vous exigez d'avoir une copie d'abord Exactement. avant de donner votre accord. Vous savez, ma patronne a dit un jour, on ne vend que ce qu'on a lu. On ne vend que ce qu'on a lu. D'accord. Les jeunes, j'espère que vous entendez ce qu'on est en train de dire ici et que ça va vous pousser à travailler un peu plus. Donc, nous avons été rejoints par Draman Minta, réalisateur de Paya Ekulu, que nous avons vu hier soir à la nuit animée à Canal Olympia, patron de Simple Studio, qui nous a rejoint. Est-ce que tu peux te présenter, nous en dire un peu plus sur toi, ton activité, et on reviendra sur les questions que nous sommes en train d'aborder ce matin. Ok. Bonjour à tous. Déjà, merci de m'avoir excusé pour le retard. Je me nomme, comme il a dit, Draman Menta. Je suis malien. Je vis actuellement au Sénégal, où j'ai ma structure qui s'appelle Simple Studio. Alors, nous évoluons dans le domaine de l'animation, précisément l'animation 2D et 3D. Alors, nous sommes dans ce domaine depuis, nous sommes une jeune entreprise depuis 2019. Nous évoluons dans ce sens. Et nous avons réalisé pas mal de projets. Nous avons réalisé un projet qui s'appelle Ramaesha, qui a remporté le prix du public d'Afrique au Canada. Et cette année, nous avons fait Ant Paya Ekulu, qui a été sélectionné dans pas mal de festivals et qui a remporté des prix, notamment le prix du FESPACO cette année. Dans sa catégorie, et voilà. Félicitations. Donc voilà un peu ce que nous faisons. D'accord, super, merci beaucoup Draman. Est-ce qu'on peut applaudir pour le prix FESPACO quand même? Ouais. C'est pas donné parce qu'il y a beaucoup de travaux de qualité en concurrence et le jury, c'est pas les derniers venus dans le métier. Ok. Nous étions donc en train de discuter sur la distribution et la diffusion de la bande dessinée et de l'animation. Est-ce que c'est le même combat? Parce que on a des difficultés, que ce soit pour le physique, comme l'expliquait Moïse Kouabenan de la FNAC, des difficultés numériques, notamment au niveau de l'infrastructure technologique présente sur le continent, l'infrastructure physique. Ok. Et comme Marvin Njoka et Teddy Kosoko, donc Zebra Comics et Maseka Gara. Est-ce que à ton niveau, au niveau de l'animation, en termes d'édition, tu as eu certaines difficultés, et sachant que tu t'occupes toi-même aussi de la distribution et d'une partie de la diffusion, quels sont les challenges auxquels tu as fait face ou auxquels tu continues à faire face, et comment est-ce que tu es en train de les gérer? Quand tu parles d'édition, tu parles de production? Production, oui. Ok, d'accord. Le terme BD. Ah oui, en matière de production, oui, nous avons tous à peu près les mêmes problèmes. Oui, ok, d'accord. Nous avons tous à peu près les mêmes problèmes. Le premier se situe, moi je vais dire le premier se situe au niveau ressources physiques, c'est-à-dire la main-d'œuvre, les personnes qualifiées pour ça, parce que dans mon domaine regroupe, on va dire, passe par la BD. Non seulement il passe par la BD, mais il passe par aussi les films de prise de vue réelle, parce qu'il faut recruter des acteurs aussi qui vont faire la voix. Donc aussi, au niveau de l'animation aussi, il faut recruter des bonnes personnes qui sont qualifiées pour le faire, parce que si vous voulez que vos produits soient consommés partout et à l'international, vous devez respecter les normes que le public demande, que le public a l'habitude de consommer. Donc voilà, on a besoin de personnes qualifiées, et dans notre domaine, on en a peu. Et qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique qu'il y ait si peu de personnes capables de travailler? Je veux dire parce que dans notre domaine, on a besoin de former plus de jeunes, on a besoin d'appuyer plus de personnes, plus de formation dans ce domaine.
tu entends que sur un film de Disney, il y a 800 personnes qui ont travaillé dessus et que sur ton projet, il n'y a que 17 personnes qui travaillent. Mais tu penses que c'est une question de budget? Non, ce n'est pas une question de budget seulement. Non. Ok, Parce d'accord. que le budget, il vient, mais le budget, il vient pour que les personnes, pour payer les personnes qui travaillent ou pour payer les matériels. Ok. Donc, s'il n'y a pas de personnes, donc le budget. On n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin d'argent. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Mais bon, quoique, par exemple, moi, je vais prendre l'exemple sur nous, sur notre structure. On est arrivé à réaliser un Payakoulou parce que on est allé chercher du fonds. On allait chercher le fonds, même si on a aussi participé. Mais la majorité a été payée par notre bailleur, ce qui nous a permis de faire cela. Maintenant, côté distribution, j'avoue que il y a un problème de structure, on va dire. Il y a un problème de structure. Et aussi, ce que j'ai remarqué cette année, que j'ai bien aimé, c'est que cette année, on a pu partager entre Payakoulou dans un salle de cinéma. J'avais jamais imaginé ça, tu vois. Et voir la réaction du public, voir le film faire partir de cette culture-là. Et ça me rappelle quand on allait regarder Rambo au cinéma, quand on allait regarder même et les films Disney au cinéma. Donc, du coup, j'ai trouvé ça assez génial. Je me dis peut-être c'est un niveau aussi à exploiter. Pas seulement que les numériques, le streaming et tout ça, mais c'est quelque chose aussi à exploiter. Parce que quand on sort un film, on a deux challenges en fait. Il y a les numériques, peut-être les plateformes de streaming, il y a ça, il y a aussi les cinémas. Pour moi, il faut aller d'abord vers les cinémas, les salles de ciné. Voilà, il faut aller vers les salles de ciné parce que c'est eux qui pourront vous apporter plus dans l'immédiat. Okay. Maintenant, le reste, ce sera en streaming ou en téléchargement, je ne sais pas. Donc, voilà ce que je pourrais dire sur la distribution. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Et voilà. Ok, Teddy, quand Draman a dit qu'il faut se rapprocher des salles de cinéma parce que c'est celles qui vont te rappeler le plus, tu as fait ça. Ton avis sur la question? Déjà, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec cette dernière phrase pour la simple raison que une salle de cinéma, c'est un espace physique. C'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils se déplacent sur place pour consommer. Ça a un nombre de places limité dans la salle. Donc, mathématiquement, ça pose un certain nombre de problèmes. Ce que le streaming peut bombarder le continent entier, la diaspora, etc. Comme ça. Nous, on a des chiffres que des salles de cinéma ne font pas. Pour la simple raison que on est sur un volume extraordinaire. On prend juste un pays comme le Bénin. Je crois que c'est 20 millions d'habitants. Ils sont pas nombreux, 20 millions d'habitants, etc. Et je crois qu'il y a, si je mets chiffres, 20% de la population connectée. Mais au Bénin, si on fait nos tests, on peut toucher très facilement pour un coût marketing de 5 000 €, on peut toucher 3 à 4 millions de personnes. Oui, mais tu sais aussi qu'au Bénin, ils ont une vraie politique de transformation digitale, de digitalisation. Jeunesse est très portée vers ça. On est d'accord. Donc, peut-être c'est pas le bon échantillon. Non, c'est pas que dans tous les cas, dans tous les pays africains, il va y avoir un échantillon qui va consommer. C'est pas toute la population. Mais cet échantillon est suffisant pour avoir une très forte rentabilité par rapport aux salles de cinéma. Ok. Salles de cinéma, bon. En termes de projection ou bien en termes réalisés? Ah oui, en termes de projection, en termes de rentabilité, en termes de coût marketing, en termes de tout. Ah, d'accord. Et là, c'est depuis un certain temps, on travaille même avec les salles de cinéma. Sur notre plateforme, on brasse pas mal de volume de personnes qui viennent. Et même avec les salles de cinéma, on a fini par
par démarrer des discussions, des partenariats, Mhm. pour que lorsque la personne arrive pour jouer à un jeu ou lire une BD, le temps de chargement de la BD ou du livre, on dise voilà, dans ta salle de cinéma, ce week-end, tu as tel film qui va être pour leur envoyer aussi des utilisateurs. Mhm. Mais je vois pas comment la salle physique peut battre le numérique. Mhm. D'accord. Impossible. Oui, Non, Draman? non, en fait, on ne s'est pas compris. Je pense que j'ai mal expliqué ce que je voulais dire peut-être. En fait, j'ai dit, en fait, pour un film d'animation, même Disney le fait, en fait, dans un premier temps, Oui. on fait sortir en salle de cinéma, tu vois. On fait sortir en salle de cinéma et après, peut-être 1 mois, 2 mois après, Mhm. on le met en streaming. Mhm. Voilà, c'est ce que je voulais D'accord. dire en fait. Le C'est Oui, ça. mais même ça. Disney fait ça, non? Ouais. Même s'ils ont la plateforme Oui, Disney+, mais ils bien lancent un sûr. peu en salle et avant de revenir sur la plateforme. Il y a une raison derrière. Disney veut continuer à cultiver. Disney, c'est pas qu'un film ou c'est pas que des studios de production. C'est aussi des parcs d'attractions, etc. Donc, Mhm. ils veulent cultiver, ils veulent continuer à cultiver leur image de marque, etc. Les gens qui Mhm. viennent, qui se maquillent, L'expérience physique. l'expérience physique. Ils misent dessus, plus les Mhm. goodies, plus tout ça. Ça, c'est ce que Disney. C'est pour ça qu'ils font ça. Mhm. Mais revenons sur le contexte africain. Mhm. Combien il y a de salles de cinéma dans nos pays? Première question. Et même quand il y en a, imagine, nous, les parents, on travaille, on est hyper fatigués. Exactement. Les enfants veulent y aller le week-end. On a les moyens de le faire, mais on ne peut pas. Exactement. Ceux qui n'en ont pas les moyens veulent bien. Donc, le contexte africain est assez Voilà. particulier quand même. Et c'est pour ça que nous vraiment, dans notre logiciel interne, on se dit comment on peut faire pour qu'un maximum d'Africains, dans le bus, dans sa maison, peu importe où il puisse accéder au contenu et acheter le contenu. Nous, vraiment, c'est ça. Mais vous avez déjà réussi à mettre le contenu dans la poche de l'Africain avec Ah oui. l'application? Ah oui, enfin, ça, aujourd'hui, on sait le faire. Ok. Ça, on sait le faire. Et moi, je ne suis pas contre le cinéma physique. Je pense que ça doit aller de pair. Ouais. Ça doit aller ensemble. C'est comme les livres physiques. Il faut continuer, il faut pousser, etc. Mais il faut combler. Il y a un gap. Moi, j'ai énormément souffert quand j'étais jeune du fait de ne pas pouvoir accéder à ces contenus parce que je le voyais, je pouvais pas y accéder. Pourquoi? Parce que c'est réservé à une certaine élite. Est-ce que, et c'est mon combat, est-ce que les producteurs doivent continuer à faire des œuvres pour une certaine élite ou il faut toucher un maximum de la population? Si vous voulez toucher une élite, je produis aussi, donc je parle pour moi. Aussi, si on veut toucher une élite, on n'aura pas la rentabilité qu'il faut. Non, je comprends. En fait, l'idée, c'est d'aller vers le volume. Ok, j'espère que les jeunes qui sont là avec nous, qui ont lancé leurs entreprises, comprennent un peu comment est-ce qu'on mène une réflexion au business. Comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on comprend son marché, comment est-ce qu'on comprend son environnement, parce que le but de la stratégie, c'est de gagner. Comment vous faites pour gagner? Avant d'arriver à la distribution chez Moïse, je vais demander à Njoka de Zebra Comics et à Teddy de Maseka Studio, quand vous voulez travailler avec un auteur, je commence par Marvin, toi, vous voulez travailler avec un auteur, qu'est-ce que vous attendez de lui pour qu'il puisse éventuellement être édité chez vous? Parce qu'une fois qu'il est édité, on pourra passer à la distribution et à la diffusion. Alors, déjà, je dois préciser, chez Zebra Comics, tout le contenu qui se trouve sur la plateforme, donc une 50aine de bandes dessinées avec plus de 300 chapitres, tout ça a été créé en interne. En interne, comment? Combien de personnes, combien de créer 50 bandes dessinées? 5 personnes. En combien de temps? 2 ans. Donc, ça veut dire que en 2 ans, chaque personne en moyenne a écrit 10 bandes dessinées. Oui. Est-ce qu'on peut applaudir? Merci. En fait, bon, le système de Zebra Comics est très particulier et je pense que je dois un peu expliquer le contexte pour que vous compreniez. Alors, à la base, on était un tout petit collectif avec 0 financement, fonctionne avec notre argent de poche et on n'avait qu'un seul dessinateur parmi les fondateurs parce qu'on avait du mal à recruter des dessinateurs. Ok. Parce qu'il y avait ceux qui se prenaient la tête et ceux... Les superstars. Effectivement, oui. Et dans l'entrepreneuriat, il y a toujours ce problème du mec qui veut être vu, qui veut être connu comme celui qui a fait telle ou telle chose. Mais heureusement, chez nous, on a une bonne équipe, on avait tous une vision commune
Oui, on s'en foutait. Par exemple, je ne suis pas le fondateur en chef, mais ça fait 3 ans que je viens à Bilili. Pourquoi est-ce que le fondateur en chef, lui, ne vient pas? Vous voyez? Donc, c'est au fil du temps qu'on a pu réunir des ressources pour recruter les dessinateurs. Parce qu'on était plus des fondateurs, on était plus des scénaristes. Donc, on a créé des histoires et on a payé les dessinateurs. Et ensuite, on est passé à l'étape de l'entreprise. Oui. On a recruté les dessinateurs qui sont nos employés. Donc, nous créons des histoires. Ces histoires sont notre propriété intellectuelle. OK. Oui, et nous payons maintenant les dessinateurs un salaire chaque mois. Donc, Pour l'exécution. Oui, donc ça fait 3 ans maintenant. Parce que la toute première année, on travaille sur le contenu en fait, on est passé en entreprise en 2021. Et en 2000, on a créé le contenu pour 2022-2023. Donc, actuellement, nous travaillons sur le contenu de 2024-2025. Wow. Oui, C'est très structuré. Oui, donc ça fait 3 ans qu'on paye ces dessinateurs chaque mois pour qu'ils produisent du contenu. Wow. Et maintenant, sur la plateforme, comme je dis, on trouve que le contenu de Zebra Comics. C'est à partir de 2024 qu'on va ouvrir la plateforme aux autres créateurs pour qu'ils puissent diffuser leurs œuvres. Oui, exactement. Okay. Et chez nous, nous sommes assez rigoureux parce qu'on subit la pression du lectorat. Oui, parce que le lecteur, lui, le lecteur ne veut pas commencer une BD aujourd'hui. Il est le chapitre 1 et le chapitre 2 sort 2-3 mois plus tard. Il aura déjà oublié cette histoire. Vous voyez. Je comprends. Donc, chez nous, avant de sortir une BD, on s'assure qu'il y a soit si c'est un one-shot, ça va. Si c'est une courte, une série limitée, on s'assure que cette série est déjà complète. Quand tu dis série limitée, c'est combien de numéros? Disons 10 épisodes ou 15 épisodes. OK, parce que nous ne sommes pas très, très familiarisés. Ah, donc il faut de temps en temps expliquer. Ensuite, si c'est une longue série qui peut s'étendre sur plusieurs années, comme Naruto ou One Piece, avant de publier sur notre plateforme, on s'assure qu'il y ait au moins 30 chapitres ou épisodes déjà disponibles. Oui, donc on est assez rigoureux. OK. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés pour se faire diffuser. Et on leur a dit, bon, on veut voir l'histoire complète. Et ils nous disaient, non, ils sont encore à l'étape de l'idée. L'idéation. Et on dit, non, on ne peut pas travailler comme ça. Tout à fait. Oui, parce qu'on est une entreprise. Il faut venir avec un produit fini. On sait que si c'est une série limitée, tout est prêt. Exactement. Quand on lance, il n'y aura pas d'interruption. Exactement. Oui. Donc, c'est à partir de 2024 qu'on va ouvrir aux autres. D'accord. Donc, si je comprends bien, dans le cas de l'application, vous me corrigez si je dis n'importe quoi, Moïse, tu as compris. Dans le cadre de l'application, quand vous rendez disponible le contenu sur la plateforme, c'est de la diffusion. Oui. Et la distribution, c'est votre travail d'installer le maximum de l'application auprès des utilisateurs. Si on peut faire cette analogie comme ça. Nous, de notre côté, l'installation, on s'en fout. C'est l'achat qu'on va regarder. D'accord. Et donc, les termes se mélangent, comme il disait Moïse, des fois, éditeur, diffuseur, etc. On finit par devenir schizophrène. mais globalement, nous, ce qu'on fait, c'est que on n'est pas éditeur. C'est-à-dire que on a une plateforme, on a des systèmes de paiement et on fait le marketing. Et on collecte de l'argent grâce aux partenaires, etc. Okay. Et ce qui se passe, c'est qu'on a trois façons de fonctionner. Okay. La première façon, c'est de rapatrier certaines BD en Afrique. OK, quand il dit nous, il parle de Gara. Ouais. OK, ils sont exposés juste à la sortie ici. On a trois façons de fonctionner. Donc, la première, c'est de rapatrier certaines œuvres en Afrique. Donc, on va discuter avec les Dupuis, les Dargaud, les boîtes à bulles, etc. On récupère leur catalogue, on met dans nos plateformes pour que l'Africain puisse aussi avoir accès facilement à ces contenus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on investit aussi beaucoup sur le continent. Alors, quand je dis on investit, c'est des montants assez relatifs, hein. Donc, on va d'abord trouver des jeunes qui font des contenus. Par exemple, on a des œuvres exposées ici, l'attaque des cafards. Donc, c'est pour ça que je me déplace dans ces événements, rencontrer des jeunes qui font. Et quand je vois un jeune qui fait, je me dis, il a quand même réussi à produire. Donc, il mérite qu'on teste pour pousser et voir comment le public réagit. S'il y a des gens qui achètent et on voit qu'on est à l'équilibre, il n'y a pas de problème, on pousse. Si on voit que ça ne marche pas, on lui montre stat à l'appui. Voilà ce que tu as fait. Voilà le montant que nous on a mis. Voilà combien de personnes ont lu, etc. Donc ça, on investit pas mal là-dessus. Et après,
On a fait des expériences, par exemple, en Côte d'Ivoire. Il y a un jeune qui était venu l'année dernière, Ouais. Nandi Diabaté, Oui, je connais qui Nandi. a créé une parodie de Naruto qui s'appelle Naruto. Mhm. Donc, on a récupéré l'œuvre, on l'a diffusée. Ouais. On a vu que c'était un carton. Enfin, ça a énormément marché. Il y avait des fans, il y avait des gens qui connaissaient l'œuvre depuis hyper longtemps. On dit, ah oui, je connais ce truc. Mhm. Et derrière, on dit, bon, on commande un tome 3. Ouais. Le problème de la qualité en Afrique est une discussion qu'on a en interne depuis le début et qu'on n'a toujours pas résolu. Ça veut dire que dans notre société, il y a deux courants. Il y a le courant des gens qui disent la qualité ou rien. Parce que nous, on est hyper rigoureux d'abord avec nous-mêmes, sur nos outils, etc. Et on va être hyper rigoureux avec les auteurs. Il y a un deuxième courant qui dit le jeune africain, il souffre déjà beaucoup. Il fait face à des difficultés extrêmes dans des environnements chaotiques et très durs. Mais si ce jeune africain arrive à produire, est-ce qu'on ne peut pas le pousser, l'aider à générer des revenus pour que derrière, il puisse s'améliorer? On en est, ça fait des années qu'on avance, qu'on travaille, qu'on résout des problèmes. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment répondre à cette question, sur quel axe aller. Et c'est pas évident. D'accord. Merci beaucoup. Tu voulais ajouter quelque chose? D'accord. Bon, Moïse, revenons à la distribution, la diffusion physique. OK. Tout à l'heure, tu as dit le gros problème, c'était la qualité. Pas seulement du support physique, mais parfois aussi du contenu. OK. Quel conseil est-ce que tu donnerais aux jeunes éditeurs locaux ici et comment est-ce que tu pourrais les orienter pour s'améliorer? D'accord. Déjà, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des éditeurs au Congo? Est-ce que vous me connaissez? Vous voyez déjà? Mhm. C'est-à-dire que l'éditeur local, est-ce qu'il fait déjà le boulot comme il se doit? Mhm. Allez, parce que lui, son travail, c'est pas de vendre. Enfin, Mhm. même si c'est de vendre, mais il vend à ceux qui doivent le revendre Mhm. au consommateur final. Ouais. D'accord? Mhm. Donc, Mhm. il faut qu'il intègre vraiment la chaîne. Mhm. Donc, ça, c'est la première des choses, parce que c'est nous, les libraires, qui remontons l'information à l'éditeur en lui disant que ton contenu là, Ouais. voici les retours que nous avons. Mhm. Et ça lui permet de s'améliorer. Mhm. Donc, si l'éditeur, je ne sais pas, si tu es éditeur que tu ne connais pas les libraires, tu n'es pas éditeur. Point. À moins que tu ne produises pas de livres. Sauf si c'est parce Parce que c'est que qu'être pour moi, éditeur. si tu produis des livres au Congo et que tu ne connais pas la FNAC, tu n'es jamais arrivé dans le bureau du directeur de la FNAC pour échanger, voir dans quelle mesure il pourrait euh, présenter tes ouvrages à la FNAC. Mhm. Frère, soyons sérieux. Voilà. Donc, il faut déjà venir au bureau, on discute, vous nous présentez vos ouvrages, on va vous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'il y a à améliorer, et puis voir dans quelle mesure on peut vous accompagner. L'éditeur, c'est celui-là qui vient nous voir pour dire, j'ai tel auteur qui a sorti tel BD, on regarde ensemble, ah oui, c'est bien, c'est intéressant tout ça, le texte, il est comme ci, il est comme ça, nous apportons notre critique, vous retournez dans votre Laboratoire. dans votre antichambre, vous retravaillez la chose, vous ressortez, vous envoyez, et là maintenant, on vous organise des séances de dédicaces pour le faire connaître au public. Parce que quand vous faites vos séances de dédicaces à l'IFC, ok, il n'y a pas de problème, mais il y a une partie comment on appelle ça, du lectorat qui ne vient pas forcément à l'IFC pour la dédicace, parce que peut-être qu'ils n'ont pas le temps. Ils vont passer directement à la FNAC après le boulot, ils vont voir votre BD, il est bien mis en avant, ils vont prendre votre BD, et puis voilà. Donc, il faut que l'auteur, de temps en temps, les samedis, surtout, les week-ends, on fait des séances de dédicaces avec vos auteurs. Ça permet au lecteur de mettre un visage sur celui qui a fait le livre. Ah ouais, je le connais, il a signé. Et les lecteurs, ils aiment bien ça. Ils aiment bien quand l'auteur a signé leur livre, tout ça. Ça met un certain lien entre, ça renforce le lien entre eux et l'auteur. Voilà. Ce n'est pas, je ne le dis pas juste parce que vous ne le faites pas, parce que partout où je suis passé, c'est comme ça qu'on a fait et c'est comme ça qu'on arrive à promouvoir tout ce qui est œuvre locale.
Donc, si vous ne rentrez pas dans ce moule-là, bah, écoutez, après, vous allez dire que le livre, ça ne marche pas. Et le livre, ça marche très bien. Voilà. Ah, ça, c'est important. Allez-y demander à René Albert et Goscinny, allez-y demander à Marguerite Aboué. Voilà, elle n'est pas, Marguerite Aboué, elle n'est pas française. Bon, je ne sais pas si maintenant elle a la nationalité française. Je ne pense Elle pas. est On l'a rencontrée ivoirienne. à Douala la dernière fois. Oui. Elle a gardé la nationalité ivoirienne. Voilà. Et pour la petite anecdote. Autrice de Aya de Yopougon, pour ceux qui ne savent pas. Pour la petite anecdote, je vais vous dire, je passe les commandes des livres, hein. C'est moi-même qui passe les commandes des livres. Donc, oui, j'étais en train de chercher des BD africaines. Oui. Donc, j'étais sur la plateforme de la FNAC, je check. Parfois même, je vais jusqu'à sur Amazon et de voir sur Google, je cherche tout ce qui est BD africaine parce qu'on a une forte demande. Enfin, pas au Congo. En Côte d'Ivoire, il y a une forte demande sur tout ce qui est BD africaine. Wow. Donc, je cherche comme ça des auteurs, des ouvrages. Information sur le marché disponible, les gars. Notez ça quelque part. Je peux confirmer. OK. Et oui, et c'est comme ça que j'ai vu La vie d'Ebn Tuta. Je dis La vie d'Ebn Tuta, ça me paraît un peu intéressant. Ouais. J'ai lu le petit résumé. OK, je commande le tome 1. Dès que ça vient, comme je vous le dis, on ne vend que ce qu'on a lu. Dès que ça vient, ah oui, c'est la BD que j'ai commandée. Je lis, ah oui, c'est très bien. Donc, je le mets en vente, je conseille aux gens, et voilà, boum, le tome 1, ça se vend comme des petits pains. Donc, dès que le tome 2 sort, je commande encore. Tout est fini. Ouais. Ça, c'est des... Et un jour, je suis à la maison, je vois sur Facebook l'auteur de La vie d'Ebn Tuta en train de faire un festival? Non, un stand-up. Un stand-up. Ah, OK. Donc, je vois son stand-up, je dis, mais attends, c'est elle qui a fait La vie d'Ebn Tuta. Donc, je lui laisse un commentaire. Des années plus tard, j'arrive à Brazzaville. Ouais. Et je suis à mon bureau, je reçois une dame en échange. Elle dit, c'est elle qui a écrit La vie d'Ebn Tuta. Donc là, je commence à lui donner le nom des comment on appelle ça? Des personnages, tout ça. Elle me regarde comme ça. J'ai dit, je vous ai déjà laissé un petit commentaire quand vous étiez en train de faire votre stand-up. Et voilà, fruit du hasard, on se croise aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que votre œuvre, vous pouvez l'écrire étant au Congo et quelqu'un aux Seychelles va vous découvrir, il va faire le boulot sans que vous ne l'ayez demandé. Ouais. Est-ce que vous comprenez? À cause de la qualité. Oui, faites juste quelque chose de bon. OK. Faites juste quelque chose de bon. Et voilà, nous, on n'attend que ça. Une fois que c'est bien fait, bah voilà. On a vendu les Katanga. Je connais personne. C'est les cas. Il y a tellement la BD africaine. Moi, j'aime la BD. Je suis de formation BDiste. Ah, ça s'explique maintenant. Voilà. C'est un soldat de la BD. C'est un soldat de la BD. Voilà. Okay. C'est comme ça. Merci beaucoup pour vos magnifiques interventions. Je crois qu'il est temps de laisser la parole au public. Si vous avez des questions. OK. Tu vas acheter quelque chose? Oui. Bon. Njoka d'abord, ensuite toi, s'il te plaît. Alors, c'est une petite contribution. On n'en parle pas assez, mais il y a un problème que nous avons. Je peux dire sur ce continent africain, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres continents. L'accessibilité aux personnes importantes. Par exemple, je suis ici avec un cadre de la FNAC. Maintenant, un jeune auteur peut arriver à la FNAC, il dit il veut distribuer à la FNAC. Il arrive à l'accueil, il demande des informations, on ne lui donne pas. Nous avons ce problème sur ce continent. Le même problème au Cameroun. Jusqu'à présent, j'attends qu'on me réponde pour que je distribue à la FNAC au Cameroun. Pourtant, mon livre est disponible sur la plateforme de la FNAC dans le monde entier. Exactement. Tu te rends compte? Voilà. Oui. Et c'est la même chose avec, je vais citer un exemple, Canal Olympia. Je suis allé à Canal Olympia à Yaoundé pour demander des informations. On ne voulait pas me répondre parce qu'à l'époque, on avait des exemplaires physiques de nos bandes dessinées. Et on trouvait que Canal Olympia, c'était un endroit très, très bon pour distribuer, vu qu'il y a un full. C'est partout pareil dans le monde. Hein. Exactement. Tu vois? C'est pas seulement en Afrique, c'est un peu partout dans le monde. Oui. Okay. Donc, on arrive là-bas et on ne je peut dormirai pas. mieux ce soir. On refuse catégoriquement de nous donner les informations. Il a fallu que je vienne au Congo, que je rencontre l'année dernière quelques cadres de Canal Olympia, avant même que j'arrive à organiser quelque chose là-bas.
Donc, on a souvent ce problème. Les gens qui travaillent à l'accueil bloquent tout. Donc, c'est grâce au Bilili que tu peux les rencontrer. Oui. C'est pour ça qu'il faut venir. Oui. Les éditeurs, ce sera difficile de rencontrer Moïse une fois qu'il va rentrer dans son bureau là-bas. Profitez du moment qu'il est là aujourd'hui au Bilili. Ok. Oh non, pour mon cas, c'est pas vraiment du Non, tout je te taquine compliqué. un peu. Non, je sais très bien. Je sais très bien. Je pense que chez nous, au Congo, c'est l'inverse qui se produit. Oui. Ok. Oui. Je poursuis les auteurs pour qu'ils viennent, pour qu'on fasse des séances de dédicaces. Ils fuient. Oui, Ok. voilà. J'ai mes collaborateurs qui sont là, qui réceptionnent les livres, qui les envoient, comme je dis. On fait notre analyse. Et une fois que c'est bon, bah, on met à la vente, quoi. Ah, super. Voilà. Et maintenant, on s'entend. On vous donne notre cadre. On vous met tout à disposition pour votre dédicace. Combien d'auteurs sont déjà venus me voir pour organiser une séance de dédicace? Personne. Les auteurs congolais que j'ai reçus chez moi, que je vends d'ailleurs, aucun n'a accepté de faire une dédicace. Wow. Donc voilà. Moi, je vous attends. Ok. C'est une invitation. Je dirais que ce serait important pour que les structures mettent en place des mécanismes pour faciliter l'accès à ces informations. Par exemple, chez nous, Zebra Comics, on dit toujours, vous voulez nous écrire, vous voulez quelque chose, écrivez à contact Zebra Comics, parce que toute la direction de Zebra Comics a accès à ce mail. Donc, on ne va pas dire à quelqu'un qui a écrit et que peut-être quelqu'un l'accueille. Vous arrivez avec un dossier, quelqu'un l'accueille, prend vos dossiers, il faut à la poubelle. Parce que ça se passe au Cameroun. Oui, je me rappelle, j'étais allé déposer une demande d'emploi chez MTN à l'époque comme traducteur. Et j'ai un ami qui y travaillait. Il a vu quelqu'un à l'accueil déposer ma demande dans la poubelle. Alors qu'on devait acheminer ça vers les ressources humaines. Juste parce que vous arrivez, la personne peut-être il est frustré et il ne veut pas que vous ayez une certaine facilité ou plus du travail. Il y a des gens qui sont très malheureux dans leur vie. Exactement. Avant, s'il te plaît. Comme c'est dans le même prolongement, ou c'est dans le même prolongement? Je ne sais pas si je voulais. Bon, qui répondent alors rapidement, Bédi? C'est normal. C'est l'accessibilité aux personnes, entre guillemets, importantes. L'inaccessibilité plutôt, c'est normal. Quand c'est une petite start-up, etc., les contacts, c'est normal. Dans une petite start-up, le mail arrive, on est content, on va dire qui c'est qui nous a écrit. Mais dans les grosses structures avec hyper hiérarchisé, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Il faut que l'entrepreneur, on est entrepreneur, il faut qu'on se définit comme ça. Il faut partir du principe si la porte se ferme, il faut la casser ou aller chercher, rentrer par la fenêtre. MTN ici au Congo, pour intégrer les systèmes de paiement de MTN, on a eu une réunion ici, ça s'est pas passé. Il m'a fallu aller en Afrique du Sud, voir MTN Group, les gens qui les pilotent, pour pouvoir descendre ici. Tu vois, Orange, on est ensemble en France pour pouvoir réussir à avoir même Orange Cameroun là et tous ces gens-là. Il faut contourner comme ça, etc. Moi, j'ai intégré le fait que c'est normal de galérer, de ne pas avoir accès à ces gens. Le plus important. Si c'est pas difficile d'y avoir accès, alors ils sont pas. Ça. Je vais prendre le principe, moi. Il faut juste se dire que si la porte se ferme, il faut chercher là où il y a la fenêtre. Et rentrer par la fenêtre. Exactement. Ok. Draman avait une contribution juste après l'intervention de Moïse. Oui, j'aimerais revenir sur la partie des qualités, surtout à mon niveau. Alors, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué que, en tout cas pour moi, tout le... Bon, quand il dit à son niveau, pour lui, c'est au niveau de la production des films d'animation. Pour remettre le contexte. Voilà, d'animation. Donc, c'est la qualité parce que tout ce qu'on dit résume la qualité. J'ai remarqué que d'abord, les consommateurs, quand on leur présente un film, quand on leur dit que c'est un film africain, ils sont là, ça doit être toujours la même chose et tout ça. Maintenant, quand tu lui montres, il dit, mais tiens, vous avez fait ça, vous avez fait ça ici, au Sénégal, au Mali, vous avez fait ça ici. vous voyez, donc, ça se situe d'abord au niveau du consommateur. Le consommateur lui-même est tellement habitué à des choses venant de l'extérieur, bon, des choses de qualité, je veux dire.
venant de l'extérieur, qu'il s'est accoutumé à ça. Donc, quand il veut consommer, il s'attend, par exemple, quelqu'un qui a consommé du foufou, le goût du foufou, il le connaît. Maintenant, quand il veut consommer du foufou, il s'attend à ce que ce soit le vrai goût du foufou, quoi. Voilà, le foufou, quoi. Le goût standard du foufou. Voilà, le goût standard du foufou. Et quand il l'a pas, tiens, il le consomme une fois, deuxième fois, il va pas le consommer. Et c'est la même chose avec les consommateurs. Et quand vous avez un public, les matériels, les producteurs, l'argent, tout ça n'est pas un problème. C'est le public le problème. Si vous avez le public, vous avez toutes ces choses-là. Et toutes ces choses viennent avec la qualité. Ouais. Il faut faire des choses de qualité. Qu'un producteur il fasse un travail de qualité, un producteur, la même chose, un réalisateur, la même chose, à chaque niveau. Que tout le monde fasse son travail de façon professionnelle. Voilà ce que je voulais ajouter. Ok, merci beaucoup, Draman. C'est bon, on peut passer la parole au public pour des questions. Alors, j'ai juste un petit truc à ajouter. Oui. Alors, concernant la qualité, j'ai accompagné quelques jeunes qui aujourd'hui ils font leur petit bonhomme de chemin, notamment en Côte d'Ivoire. Il y a le groupe Ultime Griot. Ultime Griot, aujourd'hui, ils sont bien lancés. Voilà. La jeune dame qui est à la tête, quand on s'est connus, moi je lui ai dit, elle m'avait parlé de son projet. J'ai dit, ouais, c'est bien, faites-le et venez me voir avec quelque chose de physique et je vais le présenter à mes responsables. Moi, j'ai eu la chance que mes responsables aient confiance en moi. Donc, je pouvais proposer des auteurs pour faire des dédicaces parce que j'étais celui qui organisait les dédicaces avec ma binôme qui s'appelle Nina. Et donc, c'est comme ça que les jeunes, ils ont produit Ultime Griot, tome 1. Je vous assure que j'ai eu 2 exemplaires pour moi seul, quoi. Quand j'ai lu, c'est vraiment, c'est comme les mangas qu'on produit les Japonais et autres. C'est vraiment top. Aujourd'hui, ils ont vraiment de la créativité, ces jeunes-là. Beaucoup de créativité. Aujourd'hui, là, j'ai eu un distributeur qui m'a envoyé des ouvrages d'eux. Ils ont fait les 54 contes d'Afrique. Les 54 contes d'Afrique, ils ont fait en 2 tomes, un tome 1 et un tome 2. Donc, là, actuellement, à la FNAC de Brazzaville, j'ai le tome 2. Ceux qui sont ici, ils peuvent passer prendre le livre, voir, savoir de quoi est-ce que je parle. En termes de qualité, de travail. Oui, c'est pas fait en Europe. Ah bon? C'est pas fait en Europe. Même l'impression? C'est pas fait en Europe. Ok. Mais c'est bien fait. Non, c'est bien fait. C'est super. Et vous voyez, vous prenez le compte, vous voyez le drapeau du pays, d'où il est tiré, avec le nom du pays là. Vous-même, vous allez prendre un compte de votre pays et ça donne envie de lire en fait. Voilà. Donc c'est ce truc-là qu'il faut avoir. Avoir de la créativité. Et voir grand. Voir grand. Voilà. Aujourd'hui, leurs livres, je pense que dans n'importe quel pays où ils envoient leurs livres, ça va se vendre. Ça va se vendre. Ok. Voilà. Parce qu'en fait, ils doivent comprendre qu'on n'achète pas de la BD congolaise parce qu'on est congolais. Mais non. On achète une BD parce qu'on aime lire et qu'on aime l'histoire. Exactement. Okay. Sinon, pourquoi est-ce que j'achèterais de la BD belge? Ah ouais. Juste pour rajouter un exemple de Ultime Griot. Donc, nous, on l'avait distribué en numérique. Je suis allé au Bénin, j'ai vu, il y a eu quelques semaines là, la semaine du livre au Bénin. Et j'ai vu donc la version physique de Ultime Griot. J'avais pas de CFA sur moi, j'ai dit au monsieur, s'il vous plaît, gardez-moi le livre, je vais retirer, je reviens demain. Quand je suis revenu, la BD a été vendue. Ah, et t'as pas fait confiance. Non, toi, tu vas pas payer, tu vas pas payer. Tu me dis, tu vas venir, tu vas pas revenir. C'est parce que les gens. Non, il y avait tellement de demandes, en fait, par rapport à l'offre. Ok. Donc, quand un travail est bien fait, on le demande. Ok. Donc, dans le public, est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on a déjà un peu débordé, mais on prendrait bien des questions dans le public. Ok. Le jeune homme, ensuite Armel et le monsieur au fond, derrière. Merci, c'est l'ordre. Bonjour, je m'appelle Léo, dessinateur de bande dessinée. Je pense que la plupart d'entre vous me connaissent. J'ai une question pour chacun d'entre vous. Je vais commencer par le monsieur de Zebra Comics. Vous avez dit qu'en 2024, vous allez commencer à donner de la visibilité à d'autres auteurs. Est-ce qu'il s'agit seulement des auteurs camerounais ou des auteurs africains en général? Bon, première chose, c'est pas donner de la visibilité, c'est diffuser.
donner de la visibilité veut dire on va investir. On ouvre juste la plateforme pour que les auteurs puissent diffuser, un peu comme Amazon le fait. Maintenant, ce n'est pas qu'avec les auteurs congolais, camerounais, pardon. Actuellement, nous sommes en contact avec des auteurs marocains et ivoiriens et béninois. Après, venez me voir, présenter vos œuvres. Et je vais vous donner même la carte de visite avec l'adresse mail, vous envoyez vos travaux. Ok, il y a quelque chose en fait, que notre j'ai... politique éditoriale, c'est histoire africaine. Première chose. Il y a une chose que j'ai D'accord, oublié de d'accord. préciser. Est-ce qu'on peut applaudir pour Njoka? Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Il est d'expression anglaise, mais je fais l'expression de parler en français pour que ce soit facile pour nous tous. Ok, donc c'est un bel effort. Merci beaucoup, Vidéo. Oui, ensuite, monsieur de la FNAC, vous connaissez Graphique Noir, n'est-ce pas? Pardon? Vous connaissez Graphique Noir? Graphique Noir, Noir. oui. Graphique Noir est au Congo? Oui, au Congo-Brazzaville. D'accord. Non. Il a déjà publié des livres et il a vendu à la FNAC. D'accord. Malheureusement, la publication s'est interrompue et il est déjà passé vous voir plusieurs fois pour relancer. Ça n'a jamais pu se faire. Et en plus, grâce à Graphique Noir, des structures de bande dessinée comme RK Label sont nées. RK, c'est un studio de production de bande dessinée, pas une édition. Donc voilà pourquoi on ne se présente pas comme éditeur. Plus tard, on aimerait bien passer à la FNAC aussi pour ce que vous avez parlé, les dédicaces, la vente et la mise en place. Mais pour souligner le problème de la qualité, vous avez raison. Nous, on fait de BD, on investit de notre propre poche, du coup, on n'a pas assez de fonds pour faire de la qualité comme selon vos critères. Du coup, par rapport à ça, quel conseil vous pouvez nous donner? D'accord, merci. Déjà, Graphique Noir, je ne me rappelle pas l'avoir reçu à mon bureau. Déjà, je vous dis que je suis au Congo depuis le 2 octobre 2022. Donc, jusque-là, pour moi qui suis de formation BDiste, je n'ai pas encore rencontré un auteur de BD, sinon je l'aurais cité ici tout de suite. Voilà. Donc, moi, je vous attends. Vous venez, je regarde votre ouvrage, je vais voir le texte, et je vais voir la qualité de vos dessins et je vous donnerai mes conseils. D'accord, merci. Vous venez de rencontrer justement un dessinateur de bande dessinée congolais, enchanté. Enchanté à vous. Merci. Et ensuite, à monsieur Kosoko de Garastor, j'aimerais savoir, concernant votre plateforme, vous avez dit que vous diffusez, n'est-ce pas? Vous diffusez de la BD. Nous, on fait de la BD ici au Congo. Donc, c'est possible pour nous aussi d'être sur votre plateforme et comment ça marche et tout. L'année dernière, je pense que je suis venu ici à Bilili. Après, j'ai créé un groupe et avec beaucoup de BDistes congolais dedans. Et je les ai relancés. Alors que moi, derrière, j'ai du boulot. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est de dire, OK, c'est très simple, on a un contrat, on signe le contrat. Et après, vous nous envoyez les contenus, on les check, on vérifie tout ça, on distribue dans la plateforme. On fait du marketing, on commence d'abord au Congo, parce qu'on aime beaucoup les œuvres d'abord locales. Ça nous permet de raconter une histoire locale plus facilement en termes de marketing, c'est excellent. Et ce qu'on fait aussi, c'est que pour pousser dans un pays, on a besoin du système de paiement local. Par exemple, ici, c'est RTL, c'est MTN. On n'a pas MTN, on a RTL. On a travaillé avec RTL pendant 1 an pour pouvoir les intégrer. Donc aujourd'hui, les gens peuvent payer en utilisant le RTL Money. Comme ça, on a fait les tests, c'est 30 secondes. Tu payes, tu as accès au contenu. Et donc ça, c'est vous posez la question de savoir comment distribuer. Beaucoup de vos collègues aujourd'hui, exposés là, le savent. Il faut aussi que vous communiquiez entre vous. Parce que nous, de notre côté, vraiment, c'est épuisant de développer une plateforme. On passe beaucoup de temps dessus. Intégrer les systèmes de paiement en Afrique, 54 pays, c'est hyper chiant. Faire le marketing, etc. Et en plus, vous courir derrière. Voilà, il faut nous faciliter aussi la tâche et discuter entre vous s'il y a des opportunités comme ça, vous vous mettez au courant, il y a ça qui existe, comment on peut le faire et avancer plus vite, vous facilitez aussi nous la tâche. Parce que si on essaie de faire en sorte que vous générez des revenus pour vivre, ben vous n'allez pas aussi, excusez-moi du terme, faire les princes et les princesses, et parce que ça, c'est pas intéressant, quoi. D'accord, merci beaucoup. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vous courrai après, pour vous faire plaisir.
Bon, j'ai pas beaucoup de questions pour le monsieur de Simple Studio parce que c'est de l'animation et moi je fais de la BD. Mais n'empêche, j'ai quand même une préoccupation. Les bandes dessinées à l'extérieur du pays, en Europe, au Japon, aux États-Unis, après l'étape BD, on a l'étape animation. Du coup, vous faites aussi de l'animation de bandes dessinées africaines ou est-ce que vous produisez juste vos propres créations? Je sais pas que tu me demandes si je produis de la BD. Si tu fais de l'adaptation de bande Voilà, de dessinée. l'adaptation. De l'adaptation, oh, bien sûr, pourquoi pas. On l'a jamais fait, mais pourquoi pas. Ça sera un grand plaisir de le faire, surtout de la BD africaine. Pourquoi pas. Oui, parce que dans beaucoup de S'il te pays. plaît, il y a d'autres questions, on a déjà dépassé le temps. Tu l'auras après, s'il te plaît. Ah, Passe le d'accord. micro à Armel Je Touko viendrai vous de parler juste et après, on Digra. va discuter. Oui, s'il te plaît. Merci. Tu en as posé 4 à toi tout seul. Quand même. Ok, bonjour à tous. Peut-être Bonjour, c'est Armel. une contribution, si tu permets, pour nos jeunes. Une pour nos contribution. jeunes. Ok, tu as failli passer à côté de quelque chose. Voilà. Bon, tu te présentes pour ceux qui n'étaient pas là Ok, hier. moi, s'il te c'est plaît. Amel Toukou, je suis éditrice jeunesse, littérature jeunesse. Nous sommes situés au Cameroun. Et donc, je voudrais dire aux jeunes auteurs, éditeurs que la distribution et la diffusion, c'est une mastodonte, c'est une grosse mastodonte. Et si vous y allez chacun de son côté, vous allez vous faire totalement bouffer. Il faut vous mettre en collectif parce que c'est plus facile d'aller comme le collectif des BDistes du Congo, de rencontrer la FNAC pour négocier qu'on puisse avoir un présentoir où on met la BD locale. Alors que si Gemini part, après tel autre part en rang dispersé, vous allez totalement vous faire bouffer. Déjà, on ne va pas vous prendre au sérieux. Depuis que je suis arrivée, j'observe un peu. Allez vers les gens. Nous sommes ici, nous venons d'ailleurs. Ne voyez pas, on est petit comme ça. Chacun porte quelque chose, un projet qui a un rayonnement. Allez vers les gens, présentez-vous. Voyez ce que vous pouvez leur apporter, ce que vous apporter. On est ici pour ça. Mais vous, restez dans votre coin. Moi, je ne comprends pas. Donc, bougez-vous. J'ai envie de vous dire, bougez-vous. Bon Dieu. Oui, une dernière contribution au fond, c'est la dernière question. On a débordé, mais c'était important qu'on fasse ce point. Et nous sommes là juste après la conférence. Vous pourrez toujours discuter avec nous. Bon, avec eux, et peut-être avec moi plus tard si le marketing et la communication vous intéressent. Merci. Moi, c'est Jean-Jacques Mélingui. Bon, je suis BDiste d'un long moment, mais j'ai toujours travaillé presque seul. Je suis très content d'abord. La plateforme m'a beaucoup plu. C'est ce que je cherchais, je l'ai trouvé. Mais de l'autre côté, toutes les remarques que vous avez faites, nous sommes d'accord. Comme l'a dit même la dernière intervenante, c'est le propre du Congolais. Ils sont toujours en reculant, ils ne vont jamais presque vers leurs invités. Donc c'est peut-être un comportement que nous devons changer. De l'autre côté, pour tous ceux qui sont sur la plateforme, moi je demanderais, laissez vos portes ouvertes. On va y venir. Je suis BDiste, j'ai tellement de rêves, mais je viendrai vers vous personnellement. Et comme l'a dit la sœur, même en communauté, je viendrai vers vous. Déjà, à FNAC, demain, vous allez me voir chez vous. Tenez-vous prêts. Ça me fera énormément plaisir. Mais comme elle a dit, mettez-vous en communauté parce que je ferai partie de cette communauté-là. Je fais déjà partie de cette communauté. Est-ce que vous voyez un peu? On est chez nous. Donc, si ce que les gens font ailleurs, ils le font bien et on participe à ça, pourquoi ne pas reproduire cela chez nous? Est-ce que vous voyez un peu? On peut se donner des idées. Voilà. Aujourd'hui, Ultime Griot se vend un peu partout et ils sont bien connus. Ils font quelque chose de top. Vous avez des choses chez vous. Il suffit juste qu'on ajoute notre petit grain de sel et c'est fini. Voilà. Merci. Ok. Les cas de visite sont là, je ne vends pas, c'est gratuit. Voilà, aussi simple que ça. Voilà une porte ouverte. Et pour ceux qui ne le savent pas, la FNAC se trouve au Géant Casino où vous partez acheter beaucoup de pizzas. Ok, c'est cool. Donc, je crois que beaucoup ont trouvé leur réponse ici, moi y compris. Hein. Bon, je joue un peu le con, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Il fallait qu'ils comprennent avec des mots simples
de quoi nous sommes en train de parler, parce que le livre, c'est un métier. En fait, c'est un ensemble de métiers. OK, vous vous définissez comme éditeur, allez taper sur Google éditeur de livres et comprenez le travail d'un éditeur. Mon livre est sorti, Créer un site internet sans coder, en octobre. Mais j'ai fini de l'écrire en fin mars. OK, j'ai fini de l'écrire en fin mars. Et avant même que je commence à rédiger, mon éditeur m'a demandé, fais-nous un texte de 4e de couverture pour le diffuseur, de quoi est-ce que ça va parler, ça s'adresse à quel public, des choses comme ça. Mon texte, je l'ai trouvé très bien, mais ce n'est pas lui que j'ai trouvé en 4e de couverture parce qu'il y a des gens qui connaissent leur métier, qui connaissent les mots qu'il faut utiliser pour vendre auprès du public qui a été ciblé. Et c'est le travail de l'éditeur. Donc, je vous assure, c'est un métier à temps plein. Vous voulez vous y lancer, prenez-le au sérieux. Parce que quand un auteur est édité, il est accompagné. OK? Un auteur est édité, il est accompagné. Prenez la peine de connaître dans quoi vous vous lancez. Aujourd'hui, on a parlé du talon d'Achille, en fait, de votre travail qui est la distribution et la diffusion. Si votre œuvre n'est pas diffusée, n'est pas connue, si elle n'est pas distribuée, n'est pas disponible. Donc, je souhaiterais qu'on donne une grande main d'ovation à M. Njoka de Zebra Comics, à M. Moïse Kwabenan de la FNAC, à M. Tidiko Soko de Maseka Studio et Gara Store, à M. Draman Minta de Simple Studio. Et je suis Henri Lotine à votre service. À bientôt. Thank you.